Alors comme prévu, voici l'explication de la fin de notre grand 2, enfin de la fin, la suite de notre grand 2. Alors pour vous, ce qui change, c'est que le petit 2, c'est Freud, le petit 1 étant Marx. Donc là, vous mettez petit 2 et le titre de cette sous-partie, hein, on est toujours dans cet axe de réflexion qui veut qu'on ne soit pas maître de soi-même et donc que la conscience que j'ai de moi, est altérée par des événements extérieurs, hein, c'est cette fameuse thèse du déterminisme. Donc deuxième maître du soupçon que nous allons aborder, Sigmund Freud, qui je le rappelle est un médecin, neurologue, ne mettez pas dans une copie qu'il est un philosophe parce que ce n'est pas le cas. Alors on va se concentrer sur, ce qu'on appelle la topique, de 1920. Alors Freud a beaucoup publié à la fin du 19e siècle, début 20e et en 1920, il établit, ce qu'on appelle une topique, c'est-à-dire, il va faire la cartographie de notre appareil psychique. Et lui, alors ça vient de topique, ça vient du grec topoi qui signifie région, donc on voit bien que notre psychisme, hein, comment dire? Décrit ici sur ce schéma, est composé de 3 régions principales. Donc l'inconscient, c'est toute la partie sous l'eau, le conscient, c'est toute la partie hors de l'eau. La première chose qu'il faut retenir, c'est que ça, c'est ce qui compose, notre psychisme, notre intériorité, dans son ensemble. Chez Freud, le moi correspond à la conscience claire. Donc ça, vous pouvez le noter déjà, l'instance à laquelle nous avons accès le plus facilement, c'est le moi. Mais comme vous pouvez le voir, on a quand même une partie préconsciente. Préconsciente, c'est tout ce qui est inconscient, mais qui peut redevenir conscient par un effort de réflexion, d'introspection. En revanche, tout ce qui est inconscient, et c'est le trait blanc, est inaccessible pour nous. Donc le moi, on voit qu'il y a une part, la majeure partie est quand même consciente ou susceptible de l'être. On a une toute petite part inconsciente, voilà, mais essentiellement c'est notre conscience claire, c'est, ce que nous pensons de nous. La deuxième région, une des régions, importantes pour le coup, c'est le surmoi. Le surmoi, chez Freud, ce sont tous les interdits moraux. Donc ce sont toutes les règles sociétales, parentales qu'on nous inculque depuis notre naissance quasiment. Règles, par exemple, apprendre à un enfant à dormir la nuit, lui donner à manger à des heures régulières, ce sont déjà des règles qu'on lui apprend, qu'on lui inculque. Et donc le surmoi va stocker toutes ces règles inculquées depuis la naissance, raison pour laquelle, dans le surmoi, on a une petite part consciente, ce sont toutes les règles, dont nous avons conscience, et une très grande part inconsciente, puisque nous avons intériorisé ces règles et nous les appliquons sans même s'en rendre compte. Je vous donne un exemple tout simple, quand vous rentrez dans une salle de classe et que vous me dites «bonjour», bah, c'est votre surmoi qui vous commande de le faire, vous n'avez pas forcément c'est pas forcément une intentionnalité, de votre part, sauf pour ceux qui se forcent, je suis désolée pour eux. Dernière instance, c'est le ça. Le ça, comme son nom l'indique, hein, c'est un mélange, on va dire, un réservoir qui va contenir l'ensemble de nos pulsions, qui vont tenter parfois de se manifester et je vous l'expliquerai juste après, hein, notre surmoi va venir faire barrage, donc c'est la raison pour laquelle on arrive à se comporter de manière, urbaine, cordiale, qu'on ne cède pas systématiquement à la violence ou à des pulsions qui, chez Freud, sont très, très souvent, des pulsions sexuelles. Pour lui, tout est plus ou moins lié à la libido. Enfin, en grande partie en tout cas. Pour vous donner un exemple de ce surmoi et comment il s'est érigé de façon inconsciente en nous, Freud va, élaborer, parce que c'est vraiment, de lui pour le coup, ce qu'on appelle la théorie du complexe d'Oedipe. Alors, le complexe d'Oedipe pour les garçons, complexe d'Électre pour les filles. Pour le complexe d'Oedipe, le petit garçon vers l'âge de 3-4 ans va tomber amoureux de sa maman, va avoir une pulsion, sexuelle à son endroit et va corrélativement nourrir une pulsion meurtrière vis-à-vis de son père puisqu'il veut prendre sa place. Et donc sa maman, enfin en tout cas dans un schéma, familial, structuré, on va dire, normalisé, sa maman va lui dire: «Bah écoute mon petit chéri, je t'aime beaucoup, mais non, mon amoureux, c'est papa». Et l'enfant va apprendre à refouler cette première pulsion sexuelle qu'il a vis-à-vis de sa maman, et se conformer à l'image de son père. Donc
faute de pouvoir tuer son père, il va s'identifier à lui et intérioriser sa parole, et c'est pour ça que le père représente chez Freud cette figure d'autorité. L'enfant va vite comprendre qu'il doit intégrer ses interdits. Alors l'interdit de l'amour qu'il nourrit pour sa mère, l'amour sexuel j'entends, hein, qu'il nourrit pour sa mère, c'est vraiment par la peur de ne plus être aimé par elle, et Freud dit que généralement c'est beaucoup plus fort chez le garçon, que pour la fille vis-à-vis de son père. Voilà, pour le garçon vis-à-vis de sa maman, c'est quelque chose de très, très fort. Et donc du coup, on voit bien que le surmoi va se muscler par ce complexe d'Oedipe, va s'ériger, et permet en fait l'émergence de la conscience morale. Raison pour laquelle, par ce complexe d'Oedipe, on intègre un des premiers interdits sociétaux, qui est l'interdit de l'inceste et du meurtre évidemment, mais le premier c'est l'interdit de l'inceste et c'est la première pulsion sexuelle, que l'on va refouler. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment s'opère ce processus de refoulement, j'ai trouvé ce schéma, sur internet. Notre sein, en fait, contient en permanence des pulsions que nous avons du matin au réveil jusqu'au soir, même la nuit d'ailleurs quand on dort, hein, on a ces pulsions-là. Ces pulsions, elles sont de 2 ordres, elles sont de vie, donc généralement ici on parle de pulsions sexuelles, c'est Eros, et de mort, c'est, généralement l'envie de tuer quelqu'un ou de le frapper, c'est ce qu'on appelle Thanatos chez Freud. Et ces pulsions dans le sage cherchent une chose, c'est à s'exprimer. On cherche à se faire plaisir. Et pour le coup, c'est là où le surmoi arrive, un surmoi bien constitué, dans un schéma familial équilibré, dans une, comment dire? Dans une société, avec un code structurel, bien fait, et bien, en fait, ça va montrer quels sont les interdits, ce qu'on ne doit pas assouvir. Donc de ce fait, la pulsion, elle va chercher à s'exprimer, elle va chercher à passer cette, je ne sais pas si celui-ci est mieux, bougez pas, je regarde. Voilà, si celui-ci est mieux. Voilà, donc on a notre ça, la pulsion va chercher à s'exprimer. Si c'est une pulsion acceptable, autorisée par le surmoi, elle peut être satisfaite. Par exemple, manger un carré de chocolat, ça, j'ai très envie de manger un carré de chocolat, c'est une pulsion de plaisir et au final, il n'y a aucun danger par rapport à mon surmoi pour que celle-ci soit satisfaite. En revanche, nous avons des pulsions inacceptables. Je suis en voiture, quelqu'un me coupe la route, j'ai envie de descendre et de le frapper. Mon surmoi se dit: «C'est une très mauvaise idée», hop, je la refoule et elle revient dans le ça. D'où l'importance d'avoir un surmoi bien éduqué, bien construit, bien musclé, pour pouvoir permettre justement ce processus de refoulement qu'on retrouve ici. Donc au final, Heu, c'est grâce à cette partie, des règles sociétales intériorisées, grâce aussi à cette partie, consciente du psychisme, hein, puisqu'on a conscience de la réalité extérieure, qu'on arrive à satisfaire certaines pulsions et pas d'autres. Le problème se pose, chez la personne qui souffre de névrose, hein, voire de troubles un petit peu plus, importants, c'est que là, le surmoi ne représente pas un barrage suffisant et va laisser des pulsions se satisfaire, ce qu'on retrouve, par exemple chez, certains tueurs en série. Bon, bah, on a une pulsion de mort ici qui est très forte. On a parlé hier, par exemple, avec, une des classes de Jeffrey Dahmer, on a John Wayne Gacy, enfin voilà, même chez les Français, des Michel Fourniret, Marc Dutroux, enfin bon, il y en a tellement, Guy Georges. Bah, chez ces personnes-là, le surmoi est défaillant et donc de fait, la pulsion s'exprime et le surmoi ne peut pas intervenir comme il a été mal constitué, ne peut pas intervenir comme barrage. Donc ce surmoi qui permet un barrage sélectif, chez les personnes psychotiques par exemple, est beaucoup moins solide et ne fait plus barrage et laisse des pulsions s'exprimer dans la réalité alors que ce n'est pas acceptable du point de vue de la morale. Voilà, donc j'espère que c'est, plutôt clair pour, cette partie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que enfin pour Freud en tout cas, nous avons des irruptions quotidiennes de notre inconscient dans notre vie psychique, enfin dans notre vie quotidienne. Par exemple, quand on fait un lapsus. Un lapsus, c'est un raté de la parole, vous allez donner un mot pour un autre alors que c'est, fondamentalement ce que vous pensez au fond de vous. Par exemple, dire à quelqu'un, envoyer un SMS à une personne, donc on envoie un SMS à un ami où on critique quelqu'un d'autre et puis on se trompe
et on l'envoie à la personne qu'on critique. Alors ça va être un acte manqué. Si ça passe par la parole, on appellera ça un lapsus et donc du coup, c'est selon Freud, c'est une théorie qui a été contestée ensuite par les neurosciences, selon Freud, c'est véritablement l'inconscient qui se manifeste. Alors, chez Freud, ce qui est important, parce qu'il y a bien sûr cette espèce de coup de maître de concevoir l'inconscient comme plus important dans la conscience, et on verra pourquoi ça a une importance fondamentale. Hem, le Freud va créer 3 méthodes pour parvenir à se libérer de cette emprise de l'inconscient sur nous. Heu, Ça arrive, quand on vit par exemple un traumatisme, ce traumatisme va être, mémorisé par la conscience, mais la charge émotionnelle, je sais pas, je perds un chat par exemple, je me sens mal, je sais que j'ai perdu mon chat, ma conscience le sait, ma rationalité le sait, mais la charge émotionnelle est trop forte. Ce qui va se passer, du coup, c'est que je vais refouler cette représentation fortement déplaisante, je vais la refouler en moi et la manifestation de ce refoulement, de ce traumatisme refoulé, va se faire, mais de manière différente. Donc par exemple, je suis très choquée de la perte de mon chat, et bien cela va se remanifester, par, des crises d'urticaire. Chez Freud, très souvent, et chez les patientes qu'il a pu traiter, cela se ressurgissait par des crises d'hystérie. Donc il a fait beaucoup d'études sur l'hystérie, et très souvent, il se rend compte que le complexe refoulé qui se manifeste par l'hystérie est complètement différent. Donc on a vraiment une espèce de déplacement, hein, de déplacement de ce refoulement, de ce complexe refoulé, qui va se remanifester à la conscience, mais de manière totalement différente. Et donc Freud, pour que nous puissions nous libérer de l'emprise de cet inconscient sur nous, parce que c'est très paralysant au final, si je fais de l'urticaire tout le temps ou si j'ai des crises d'hystérie, c'est assez paralysant dans mon quotidien. Il va mettre en place 3 méthodes cathartiques. Alors, la catharsis, vous en avez certainement déjà entendu parler de ce mot, c'est, à l'égard des passions, un moyen, c'est ce qu'on retrouve dans l'Antiquité, c'est un moyen de purger les passions. La catharsis, c'est par exemple le théâtre, qui va permettre de purger les passions populaires. On va se moquer de quelqu'un et voilà, ça va permettre de dédramatiser un petit peu, ce qui occupe autant de place dans notre intériorité. Et donc Freud va mettre en place 3 méthodes cathartiques, c'est-à-dire des méthodes de purification du psychisme pour qu'on puisse réétablir un équilibre, dans notre schéma mental. Et donc on va faire en sorte que l'inconscient redevienne conscient et ensuite, en faisant ça, on va libérer l'inconscient de la charge de la pulsion, de la charge du ça, qui est un peu trop occupé par ces événements, refoulés, très souvent chez Freud, on parle d'événements traumatiques refoulés. Donc voilà, j'espère que c'est bien clair pour vous. Alors, le premier, je vais commencer par la fin. La première méthode qu'il utilise, c'est l'analyse des rêves. Pour lui, le rêve, alors initialement, hein, le rêve, on le considère comme quelque chose de surnaturel, avec comment dire? Une espèce de message codé, qui pourrait nous révéler des choses. Et puis Freud va dire: «Non, non, en fait, c'est pas ça. La nuit, la conscience étant endormie, l'inconscient peut se manifester plus librement et donc le rêve va devenir une symbolique des complexes refoulés. Alors le rêve a toujours un caractère, complètement absurde, un caractère désordonné, un caractère chaotique et parce qu'il est libéré du contrôle de la raison. Donc il se manifeste de manière totalement anarchique. Et donc il faut parvenir, selon Freud, à interpréter le rêve et ça nous donnera des pistes sur ce qui pose problème, ce qui a été refoulé dans l'inconscient et qui doit être traité pour, libérer un petit peu la conscience du sujet. On a beaucoup de désirs qui vont se satisfaire, hein, dans nos rêves et comme la censure est éteinte et bien du coup, on voit bien qu'on vit des choses dans les rêves, qui peuvent parfois d'ailleurs nous déstabiliser au réveil quand on s'en souvient, hem, parce qu'on se dit: «Waouh, ça c'était un interdit, c'est pas normal que je l'ai vécu en rêve». On peut tuer quelqu'un dans un rêve, on peut vivre des choses, hallucinantes dans un rêve, on peut satisfaire des pulsions dans un rêve, qui peuvent être déstabilisantes quand on s'en quand on se les remémorise le matin. Alors le problème, qui a trait à cette méthode-là et Freud va enfin en tout cas c'est une méthode qui va être assez vite abandonnée, c'est parce que le rêve est symbolique. Sa signification est voilée et donc de fait le rêve
laisse place à l'interprétation. Alors, l'interprétation, c'est quand on va donner du sens à un message, à un texte, à un schéma, à une histoire. Le problème de l'interprétation, c'est qu'elle passe par le regard de celui qui interprète. Et donc, de fait, l'interprétation est subjective. Là où, si on veut quelque chose de rigoureux et de scientifique, il faudrait davantage être dans la démonstration. Parce que là, on va construire un schéma logique, rationnel, qui permettra une plus grande objectivité. Donc du coup, c'est une méthode qui ne va pas très bien marcher et on va vite l'abandonner. La deuxième méthode, c'est l'hypnose. Alors, Freud va utiliser ce qu'on appelle l'hypnose de Charcot. C'est pas forcément utile de le retenir, mais cette hypnose n'est pas l'hypnose qu'on connaît aujourd'hui. Les techniques hypnotiques ont quand même beaucoup évolué depuis Freud, donc depuis le début du XXe siècle. Les hypnoses se font de manière beaucoup plus douce. À l'époque, c'était une hypnose un peu plus radicale. Et dans un ouvrage qui s'appelle Études sur l'hystérie, Freud va raconter euh, les séances d'hypnose d'une de ses patientes qui s'appelait Anna O. Anna O n'arrivait pas, souffrait d'hystérie et souffrait aussi de troubles de la mobilité oculaire et de la vision. C'est-à-dire qu'elle avait très très mal dans les yeux. Et par contre, il n'y avait rien comment dire, de physique. Il n'y avait pas de problème physique. Et donc, par l'hypnose, Freud va essayer de faire ressurgir le complexe refoulé et de voir si ça améliore l'état de la patiente. Alors, sous hypnose, la patiente se met à pleurer. Elle va raconter une scène, notamment, elle accompagnait son père dans la maladie, et elle va se retenir de pleurer en contractant les paupières de façon assez forte, pour ne pas rajouter de la peine à son père à ce moment-là. Et de ce fait, quand elle se réveille de son état hypnotique, elle se rend compte elle souffre beaucoup moins des yeux et que ses crises d'hystérie sont un petit peu moins fortes. Alors, sous hypnose, l'intérêt de cette méthode, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une méthode fonctionnelle, je vous recommande vivement de tester une fois dans votre vie une séance d'hypnose, c'est quelque chose d'assez fascinant, hein, c'est un voyage au sein de soi-même. Et donc, elle retrouve sous hypnose l'origine du complexe refoulé et du symptôme. Et ici, c'était ce moment douloureux qu'elle a vécu où elle accompagnait son père et où finalement elle a essayé de rester forte malgré sa peine. Donc, on voit que cette méthode permet de purifier un petit peu la patiente, l'intériorité de la patiente. Toutefois, Freud constate elle est infructueuse sur le long terme. C'est-à-dire que notamment les symptômes d'hystérie reviennent assez vite chez Anao. Alors pourquoi on l'appelle Anao? Anao, c'est un pseudonyme parce qu'évidemment, Freud étant médecin, il ne révèle pas l'identité de ses patients. Dernière méthode, c'est la méthode de la libre association par la parole. Alors, c'est cette fameuse méthode où on va s'allonger sur un divan et parler à son psychiatre ou psychologue, alors allongé ou pas, hein, d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé d'être allongé sur un divan, mais on va parler à son psychiatre dans des séances qui ont un laps de temps assez court, mais qui sont régulières. Et donc, on va laisser le patient faire ce qu'on appelle, donc c'est lui qui commence à parler, et on le laisse faire une libre association d'idées. C'est-à-dire qu'on va le laisser parler sans forcément l'interrompre. Le but étant qu'il puisse associer ses idées librement. Alors, ce qui est très important lorsqu'on fait des séances de psychanalyse, ce qui est important, c'est de laisser et de bien dire au patient, et c'est ici que je vous l'ai dit, euh, de laisser dire au patient tout ce qui lui vient à l'esprit, même les pensées les plus ridicules ou les plus inconvenantes. C'est-à-dire que chaque chose, pour l'analyste, est intéressante. Et il va se servir, l'analyste, de ses paroles pour faire un processus d'induction, c'est-à-dire, par exemple, il va poser une question. On lui explique que un matin, on s'est levé, on était triste. Ben, il peut induire et dire ben, qu'est-ce qui s'est passé dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce moment vécu. Voilà. Et donc ça permet petit à petit de provoquer ce qu'on appelle des évocations automatiques, c'est-à-dire que le patient va petit à petit parler sans s'en rendre compte, associer librement des idées sans s'en rendre compte, et cela permettra au bout d'un certain temps de faire ressurgir le complexe refoulé et de le faire redevenir conscient. Voilà. Alors, bien sûr, cette méthode nécessite une forme de patience, parce que c'est plutôt long,
Et le patient va souvent, montrer des résistances. Alors une résistance, ça va être un silence, le fait de ne pas venir à une séance, le fait d'arriver en retard, ou le fait de ressentir quelque chose de désagréable dans les paroles du psychanalyste. Eh bien, ces résistances sont intéressantes, hein, puisqu'elles montrent, que le complexe refoulé est encore présent, peut-être pas loin d'ailleurs de ressurgir et donc alors comme prévu, voici l'explication de la fin de notre grand 2, enfin de la fin, la suite de notre grand 2. Alors pour vous, ce qui change, c'est que le petit 2, c'est Freud, le petit 1 étant Marx. Donc là, vous mettez petit 2 et le titre de cette sous-partie, hein, on est toujours dans cet axe de réflexion qui veut qu'on ne soit pas maître de soi-même et donc que la conscience que j'ai de moi, est altérée par des événements extérieurs, hein, c'est cette fameuse thèse du déterminisme. Donc deuxième maître du soupçon que nous allons aborder, Sigmund Freud, qui je le rappelle est un médecin, neurologue, ne mettez pas dans une copie qu'il est un philosophe parce que ce n'est pas le cas. Alors on va se concentrer sur, ce qu'on appelle la topique, de 1920. Alors Freud a beaucoup publié à la fin du 19e siècle, début 20e et en 1920, il établit, ce qu'on appelle une topique, c'est-à-dire, il va faire la cartographie de notre appareil psychique. Et lui, alors ça vient de topique, ça vient du grec topoi qui signifie région, donc on voit bien que notre psychisme, hein, comment dire? Décrit ici sur ce schéma, est composé de 3 régions principales. Donc l'inconscient, c'est toute la partie sous l'eau, le conscient, c'est toute la partie hors de l'eau. La première chose qu'il faut retenir, c'est que ça, c'est ce qui compose, notre psychisme, notre intériorité, dans son ensemble. Chez Freud, le moi correspond à la conscience claire. Donc ça, vous pouvez le noter déjà, l'instance à laquelle nous avons accès le plus facilement, c'est le moi. Mais comme vous pouvez le voir, on a quand même une partie préconsciente. Préconsciente, c'est tout ce qui est inconscient, mais qui peut redevenir conscient par un effort de réflexion, d'introspection. En revanche, tout ce qui est inconscient, et c'est le trait blanc, est inaccessible pour nous. Donc le moi, on voit qu'il y a une part, la majeure partie est quand même consciente ou susceptible de l'être. On a une toute petite part inconsciente, voilà, mais essentiellement c'est notre conscience claire, c'est, ce que nous pensons de nous. La deuxième région, une des régions, importantes pour le coup, c'est le surmoi. Le surmoi, chez Freud, ce sont tous les interdits moraux. Donc ce sont toutes les règles sociétales, parentales qu'on nous inculque depuis notre naissance quasiment. Règles, par exemple, apprendre à un enfant à dormir la nuit, lui donner à manger à des heures régulières, ce sont déjà des règles qu'on lui apprend, qu'on lui inculque. Et donc le surmoi va stocker toutes ces règles inculquées depuis la naissance, raison pour laquelle, dans le surmoi, on a une petite part consciente, ce sont toutes les règles, dont nous avons conscience, et une très grande part inconsciente, puisque nous avons intériorisé ces règles et nous les appliquons sans même s'en rendre compte. Je vous donne un exemple tout simple, quand vous rentrez dans une salle de classe et que vous me dites «bonjour», bah, c'est votre surmoi qui vous commande de le faire, vous n'avez pas forcément c'est pas forcément une intentionnalité, de votre part, sauf pour ceux qui se forcent, je suis désolée pour eux. Dernière instance, c'est le ça. Le ça, comme son nom l'indique, hein, c'est un mélange, on va dire, un réservoir qui va contenir l'ensemble de nos pulsions, qui vont tenter parfois de se manifester et je vous l'expliquerai juste après, hein, notre surmoi va venir faire barrage, donc c'est la raison pour laquelle on arrive à se comporter de manière, urbaine, cordiale, qu'on ne cède pas systématiquement à la violence ou à des pulsions qui, chez Freud, sont très, très souvent, des pulsions sexuelles. Pour lui, tout est plus ou moins lié à la libido. Enfin, en grande partie en tout cas. Pour vous donner un exemple de ce surmoi et comment il s'est érigé de façon inconsciente en nous, Freud va, élaborer, parce que c'est vraiment, de lui pour le coup, ce qu'on appelle la théorie du complexe d'Oedipe. Alors, le complexe d'Oedipe pour les garçons, complexe d'Électre pour les filles. Pour le complexe d'Oedipe, le petit garçon vers l'âge de 3-4 ans va tomber amoureux de sa maman, va avoir une pulsion, sexuelle à son endroit et va corrélativement nourrir une pulsion meurtrière vis-à-vis de son père puisqu'il veut prendre sa place.
Et donc sa maman, enfin en tout cas dans un schéma, familial, structuré, on va dire, normalisé, sa maman va lui dire: «Bah écoute mon petit chéri, je t'aime beaucoup, mais non, mon amoureux, c'est papa». Et l'enfant va apprendre à refouler cette première pulsion sexuelle qu'il a vis-à-vis de sa maman, heu et se conformer à l'image de son père. Donc, faute de pouvoir tuer son père, il va s'identifier à lui et intérioriser sa parole, et c'est pour ça que le père représente chez Freud cette figure d'autorité. L'enfant va vite comprendre qu'il doit intégrer ses interdits. Alors l'interdit de l'amour qu'il nourrit pour sa mère, l'amour sexuel j'entends, hein, qu'il nourrit pour sa mère, c'est vraiment par la peur de ne plus être aimé par elle, et Freud dit que généralement c'est beaucoup plus fort chez le garçon, que pour la fille vis-à-vis de son père. Voilà, pour le garçon vis-à-vis de sa maman, c'est quelque chose de très, très fort. Et donc du coup, on voit bien que le surmoi va se muscler par ce complexe d'Oedipe, va s'ériger, et permet en fait l'émergence de la conscience morale. Raison pour laquelle, par ce complexe d'Oedipe, on intègre un des premiers interdits sociétaux qui est l'interdit de l'inceste et du meurtre évidemment, mais le premier c'est l'interdit de l'inceste et c'est la première pulsion sexuelle, que l'on va refouler. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment s'opère ce processus de refoulement, j'ai trouvé ce schéma, sur internet. Notre sein, en fait, contient en permanence des pulsions que nous avons du matin au réveil jusqu'au soir, même la nuit d'ailleurs quand on dort, hein, on a ces pulsions-là. Ces pulsions, elles sont de 2 ordres, elles sont de vie, donc généralement ici on parle de pulsions sexuelles, c'est Eros, et de mort, c'est, généralement l'envie de tuer quelqu'un ou de le frapper, c'est ce qu'on appelle Thanatos chez Freud. Et ces pulsions dans le sage cherchent une chose, c'est à s'exprimer. On cherche à se faire plaisir. Et pour le coup, c'est là où le surmoi arrive, un surmoi bien constitué, dans un schéma familial équilibré, dans une, comment dire? Dans une société, avec un code structurel, bien fait, et bien, en fait, ça va montrer quels sont les interdits, ce qu'on ne doit pas assouvir. Donc de ce fait, la pulsion, elle va chercher à s'exprimer, elle va chercher à passer cette, je ne sais pas si celui-ci est mieux, bougez pas, je regarde. Voilà, si celui-ci est mieux. Voilà, donc on a notre ça, la pulsion va chercher à s'exprimer. Si c'est une pulsion acceptable, autorisée par le surmoi, elle peut être satisfaite. Par exemple, manger un carré de chocolat, ça, j'ai très envie de manger un carré de chocolat, c'est une pulsion de plaisir et au final, il y a aucun danger par rapport à mon surmoi pour que celle-ci soit satisfaite. En revanche, nous avons des pulsions inacceptables. Je suis en voiture, quelqu'un me coupe la route, j'ai envie de descendre et de le frapper. Mon surmoi se dit: «C'est une très mauvaise idée», hop, je la refoule et elle revient dans le ça. D'où l'importance d'avoir un surmoi bien éduqué, bien construit, bien musclé, pour pouvoir permettre justement ce processus de refoulement qu'on retrouve ici. Donc au final, Heu, c'est grâce à cette partie, des règles sociétales intériorisées, grâce aussi à cette partie, consciente du psychisme, hein, puisqu'on a conscience de la réalité extérieure, qu'on arrive à satisfaire certaines pulsions et pas d'autres. Le problème se pose, chez la personne qui souffre de névrose, hein, voire de troubles un petit peu plus, importants, c'est que là, le surmoi ne représente pas un barrage suffisant et va laisser des pulsions se satisfaire, ce qu'on retrouve, par exemple chez, certains tueurs en série. Bon, bah, on a une pulsion de mort ici qui est très forte. On a parlé hier, par exemple, avec, une des classes de Jeffrey Dahmer, on a John Wayne Gacy, enfin voilà, même chez les Français, des Michel Fourniret, Marc Dutroux, enfin bon, il y en a tellement, Guy Georges. Bah, chez ces personnes-là, le surmoi est défaillant et donc de fait, la pulsion s'exprime et le surmoi ne peut pas intervenir comme il a été mal constitué, ne peut pas intervenir comme barrage. Donc ce surmoi qui permet un barrage sélectif, bah, chez les personnes psychotiques par exemple, est beaucoup moins solide et ne fait plus barrage et laisse des pulsions s'exprimer dans la réalité alors que ce n'est pas acceptable du point de vue de la morale. Voilà, donc j'espère que c'est, plutôt clair pour, cette partie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que enfin pour Freud en tout cas, nous avons des irruptions quotidiennes de notre inconscient dans notre,
dans notre vie psychique, enfin dans notre vie quotidienne. Par exemple, quand on fait un lapsus. Un lapsus, c'est un raté de la parole. Vous allez donner un mot pour un autre alors que c'est, fondamentalement ce que vous pensez au fond de vous. Par exemple, dire à quelqu'un, envoyer un SMS à une personne, donc on envoie un SMS à un ami où on critique quelqu'un d'autre et puis on se trompe et on l'envoie à la personne qu'on critique. Alors ça, ça va être un acte manqué. Si ça passe par la parole, on appellera ça un lapsus et donc du coup, c'est selon Freud, c'est une théorie qui a été contestée ensuite par les neurosciences, selon Freud, c'est véritablement l'inconscient qui se manifeste. Alors, chez Freud, ce qui est important, parce qu'il y a bien sûr cette espèce de coup de maître de concevoir l'inconscient comme plus important dans la conscience, et on verra pourquoi ça a une importance fondamentale. Euh, le- Freud va créer trois méthodes pour parvenir à se libérer de cette emprise de l'inconscient sur nous. Euh, Ça arrive quand on vit par exemple un traumatisme, ce traumatisme va être mémorisé par la conscience, mais la charge émotionnelle, je ne sais pas, je perds un chat par exemple, je me sens mal, je sais que j'ai perdu mon chat, ma conscience le sait, ma rationalité le sait, mais la charge émotionnelle est trop forte. Ce qui va se passer, du coup, c'est que je vais refouler cette représentation fortement déplaisante, je vais la refouler en moi, et la manifestation de ce refoulement, de ce traumatisme refoulé, va se faire, mais de manière différente. Donc, par exemple, je suis très choquée de la perte de mon chat, et bien cela va se remanifester par des crises d'urticaire. Chez Freud, très souvent, et chez les patientes qu'il a pu traiter, cela ressurgissait par des crises d'hystérie. Donc il a fait beaucoup d'études sur l'hystérie, et très souvent, il se rend compte que le complexe refoulé qui se manifeste par l'hystérie est complètement différent. Donc on a vraiment une espèce de déplacement, hein, de déplacement de ce refoulement, de ce complexe refoulé, qui va se remanifester à la conscience, mais de manière totalement différente. Et donc Freud, pour que nous puissions nous libérer de l'emprise de cet inconscient sur nous, parce que c'est très paralysant au final, si je fais de l'urticaire tout le temps ou si j'ai des crises d'hystérie, c'est assez paralysant dans mon quotidien, il va mettre en place trois méthodes cathartiques. Alors, la catharsis, vous en avez certainement déjà entendu parler de ce mot, c'est à l'égard des passions un moyen, c'est ce qu'on retrouve dans l'Antiquité, c'est un moyen de purger les passions. La catharsis, c'est par exemple le théâtre qui va permettre de purger les passions populaires. On va se moquer de quelqu'un et voilà, ça va permettre de dédramatiser un petit peu ce qui occupe autant de place dans notre intériorité. Et donc Freud va mettre en place trois méthodes cathartiques, c'est-à-dire des méthodes de purification du psychisme pour qu'on puisse rétablir un équilibre dans notre schéma mental. Et donc on va faire en sorte que l'inconscient redevienne conscient, et ensuite, en faisant ça, on va libérer l'inconscient de la charge de la pulsion, de la charge du ça, qui est un peu trop occupé par ces événements refoulés. Très souvent chez Freud, on parle d'événements traumatiques refoulés. Donc voilà, j'espère que c'est bien clair pour vous. Alors, le premier, je vais commencer par la fin. La première méthode qu'il utilise, c'est l'analyse des rêves. Pour lui, le rêve, alors initialement, hein, le rêve, on le considère comme quelque chose de surnaturel, avec comment dire, une espèce de message codé qui pourrait nous révéler des choses. Et puis Freud va dire, non, non, en fait, c'est pas ça. La nuit, la conscience étant endormie, l'inconscient peut se manifester plus librement, et donc le rêve va devenir une symbolique des complexes refoulés. Alors le rêve a toujours un caractère complètement absurde, un caractère désordonné, un caractère chaotique, et parce qu'il est libéré du contrôle de la raison. Donc il se manifeste de manière totalement anarchique. Et donc il faut parvenir, selon Freud, à interpréter le rêve, et ça nous donnera des pistes sur ce qui pose problème, ce qui a été refoulé dans l'inconscient et qui doit être traité pour libérer un petit peu la conscience du sujet. On a beaucoup de désirs qui vont se satisfaire hein, dans nos rêves, et comme la censure est éteinte, et bien du coup, on voit bien qu'on vit des choses dans les rêves qui peuvent parfois d'ailleurs nous déstabiliser au réveil quand on s'en souvient, euh, parce qu'on se dit waouh, ça c'est un interdit, c'est pas normal que je l'ai vécu en rêve. On peut tuer quelqu'un dans un rêve, on peut vivre des choses hallucinantes dans un rêve, on peut satisfaire des pulsions dans un rêve.
qui peuvent être déstabilisantes quand on s'en quand on se les remémorise le matin. Alors le problème, qui a trait à cette méthode-là et Freud va enfin en tout cas c'est une méthode qui va être assez vite abandonnée, c'est parce que le rêve est symbolique. Sa signification est voilée et donc de fait le rêve, laisse place à l'interprétation. Alors l'interprétation, c'est quand on va donner du sens à un message, à un texte, à un schéma, à une histoire. Le problème de l'interprétation, c'est qu'elle passe par le regard de celui qui interprète. Et donc, de fait, l'interprétation est subjective. Là où, si on veut quelque chose de rigoureux et de scientifique, il faudrait davantage être dans la démonstration. Parce que là, on va construire un schéma logique, rationnel, qui permettra une plus grande objectivité. Donc du coup, c'est une méthode qui va pas très bien marcher et on va vite l'abandonner. La deuxième méthode, c'est l'hypnose. Alors, Freud va utiliser ce qu'on appelle l'hypnose de Charcot. C'est pas forcément utile de le retenir, mais cette hypnose n'est pas l'hypnose qu'on connaît aujourd'hui. Les techniques hypnotiques ont quand même beaucoup évolué depuis Freud, donc depuis le début du XXe siècle. Les hypnoses se font de manière beaucoup plus douce. À l'époque, c'était une hypnose un peu plus radicale. Et dans un ouvrage qui s'appelle Études sur l'hystérie, Freud va raconter les séances d'hypnose d'une de ses patientes qui s'appelait Anna O. Anna O n'arrivait pas, souffrait d'hystérie et souffrait aussi de troubles de la mobilité oculaire et de la vision. C'est-à-dire qu'elle avait très très mal dans les yeux et par contre il n'y avait rien comment dire, de physique, il n'y avait pas de problème physique. Et donc par l'hypnose, Freud va essayer de faire ressurgir le complexe refoulé et de voir si ça améliore l'état de la patiente. Alors, sous hypnose, la patiente se met à pleurer. Elle va raconter une scène, notamment elle accompagnait son père dans la maladie, et elle va se retenir de pleurer en contractant les paupières de façon assez forte, pour ne pas rajouter de la peine à son père à ce moment-là. Et de ce fait, quand elle se réveille de son état hypnotique, elle se rend compte elle souffre beaucoup moins des yeux et que ses crises d'hystérie sont un petit peu moins fortes. Alors, sous hypnose, l'intérêt de cette méthode, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une méthode fonctionnelle, je vous recommande vivement de tester une fois dans votre vie une séance d'hypnose, c'est quelque chose d'assez fascinant, hein, c'est un voyage au sein de soi-même. Et donc elle retrouve sous hypnose l'origine du complexe refoulé et du symptôme. Et ici, c'était ce moment douloureux qu'elle a vécu où elle accompagnait son père et où finalement elle a essayé de rester forte malgré sa peine. Donc on voit que cette méthode permet de purifier un petit peu la patiente, l'intériorité de la patiente. Toutefois, Freud constate elle est infructueuse sur le long terme. C'est-à-dire que notamment les symptômes d'hystérie reviennent assez vite chez Anao. Alors pourquoi on l'appelle Anao? Anao, c'est un pseudonyme parce qu'évidemment, Freud étant médecin, il ne révèle pas l'identité de ses patients. Dernière méthode, c'est la méthode de la libre association par la parole. Alors, c'est cette fameuse méthode où on va s'allonger sur un divan et parler à son psychiatre ou psychologue, alors allongé ou pas, hein, d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé d'être allongé sur un divan, mais on va parler à son psychiatre dans des séances qui ont un laps de temps assez court, mais qui sont régulières. Et donc, on va laisser le patient faire ce qu'on appelle, donc c'est lui qui commence à parler, et on le laisse faire une libre association d'idées. C'est-à-dire qu'on va le laisser parler sans forcément l'interrompre. Le but étant qu'il puisse associer ses idées librement. Alors, ce qui est très important lorsqu'on fait des séances de psychanalyse, ce qui est important, c'est de laisser et de bien dire au patient, et c'est ici que je vous l'ai dit, de laisser dire au patient tout ce qui lui vient à l'esprit, même les pensées les plus ridicules ou les plus inconvenantes. C'est-à-dire que chaque chose, pour l'analyste, est intéressante. Et il va se servir, l'analyste, de ses paroles pour faire un processus d'induction, c'est-à-dire, par exemple, il va poser une question. On lui explique que, un matin, on s'est levé, on était triste. Bah, il peut induire et dire: «Bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ce contexte-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce moment vécu?»
Voilà, et donc ça permet, petit à petit, de, provoquer ce qu'on appelle des évocations automatiques. C'est-à-dire que le patient va petit à petit parler sans s'en rendre compte, associer librement des idées sans s'en rendre compte, et cela permettra au bout d'un certain temps de faire ressurgir le complexe refoulé et de le faire, redevenir, conscient. Voilà. Alors, bien sûr, cette méthode nécessite une forme de patience parce que c'est plutôt long, et le patient va souvent, montrer des résistances. Alors une résistance, ça va être un silence, le fait de ne pas venir à une séance, le fait d'arriver en retard, ou le fait de ressentir quelque chose de désagréable dans les paroles du psychanalyste. Eh bien, ces résistances sont intéressantes, hein, puisqu'elles montrent, que le complexe refoulé est encore présent, peut-être pas loin d'ailleurs de ressurgir, et donc